Voilà, donc moi je vais commencer par un texte où je me mettrai sous le joug de ma montre, de la tyrannie de l'horloge, pour que mes petits camarades puissent ensuite prendre le relais. Un texte qu'on pourrait appeler panoramique, avec des trous forcément sur la période qui nous est dévolue, c'est-à-dire la période des années 70 à 2000. En premier lieu, je voulais informer que cette journée d'études, les âges de la vie dans l'histoire, c'est quelque chose qui a eu lieu ici à Angers, sous la conduite d'Elisabeth Véry, qui était là ce matin, je ne sais pas si elle est toujours là cet après-midi, et de Yves Dénécher, et que c'est les diapos, enfin les films même de ces journées d'études très intéressants sont toujours en ligne. Vous pouvez trouver ça sur les archives départementales 49, je dis 49. D'accord. Maine-et-Loire. Voilà. Alors moi, je commence par cette diapo. Je ne sais pas si c'est très visible, mais je commence par une typologie. Au départ, on a la rencontre d'un travailleur social et un ou une jeune, tel jeune, une personne, un sujet. C'est du réel. Mais tout de suite, le symbolique est là, la parole. On parle, on se parle, on en parle. Et puis on écrit, en toute liberté ou sous cadrage, quand on fait des rapports, par exemple, avec la double exigence de l'exactitude, la vérité, et de trouver les mots, et d'avoir les mots. Donc l'imaginaire aussi va être là. C'est l'existence de représentations collectives héritées sur la jeunesse, ou plutôt les jeunesses, donc, puisque la classe d'âge ne dissout pas les classes sociales et les différences de destins sociaux. Bref, tout ce que les opinions attribuent à cette catégorie de jeunesse comme espoir et comme menace. Pour écarter tout ça autant que possible du colloque singulier, la formation, la professionnalisation des travailleurs sociaux s'emploie à désapprendre les préjugés. À la place, les savoirs professionnels, notamment sur l'adolescence, s'alimentent de corpus théoriques, parfois en concurrence les uns avec les autres, voire de disciplines qui, elles aussi, doivent grignoter du terrain sur celles déjà bien en place, par exemple le médico-psychopédagogique qui était bien en place dans les années d'après-guerre. Alors, dans quelle mesure le professionnel est captif ou non des nosographies, qualifications, classifications, de toute cette handicapologie, c'est le point d'interrogation. On croise des paradigmes, on va croiser tout à l'heure l'insertion, qui reflète un peu la construction cognitive des problèmes sociaux. On croise des référentiels d'action publique qui sont utiles, eux, à regrouper une diversité d'acteurs dans un ensemble, un champ, et le faire reconnaître de la société globale, de donner une identité collective aussi avec ses institutions, ses hiérarchies internes, ses grandeurs, et notamment les grandeurs de prestige. Alors il y a le juridique qui utilise les mots, parfois plus lent à bouger que le reste. Dans notre période, par exemple, on verra le remplacement de incapable majeur par majeur protégé en 1968, de déchéance de l'autorité parentale, très tardivement, par retrait de l'autorité parentale en 1996. Le travail social est interpellé de l'extérieur, mais il critique aussi de l'intérieur les étiquetages, les mises en case, les qualifications surdéterminantes, les représentations genrées et stigmatisantes, les réductrices de la personne, d'où va apparaître peu à peu d'ailleurs une préférence pour l'expression jeune en situation de ou personne en situation de. Mouvement professionnel aussi face au projet gamin audace. J'ai pas de vignette là-dessus, j'ai oublié de la mettre, mais on pourrait expliquer après ce que ça a été. Ou plus tard aussi des mouvements professionnels contre les politiques de gestion des risques par prédiction. Alors je dois dire aussi que pour se décoller de ces représentations, l'introduction de la recherche dans les formations initiales et supérieures est un point important. Alors sur cette vignette que je vous affiche, quelques jours après, on est en 1987, et quelques jours après, sur amendement obtenu par un député grenoblois, une loi sur le travail des personnes handicapées proscrira dans les textes l'appellation débile mental au profit de celle de déficient intellectuel. Alors, les filles et les clubs de prévention. Pourquoi je mets ici cette archive qui est tout à fait précieuse, feuilletez-la, elle est sur table. J'ai oublié de dire que tous les articles et les bouquins qu'on cite, vous pourrez les trouver sur table à l'extérieur pour les feuilleter. C'est une enquête d'un comité
qu'on appelait à l'époque le comité Pichat, qui était avant celui des institutions dont nous parlera Patrick tout à l'heure. Alors je vous mets cette archive ici à cause de l'introduction. L'archive est très intéressante par les monographies, les témoignages d'éducatrices qu'il y a sur qu'est-ce qu'on fait avec les filles. Mais dans l'introduction, le neuropsychiatre infantile lyonnais qui s'appelle Claude Koller, bien connu dans l'enfance inadaptée, dit « En fait, on a eu un mal fou à finir ce document, car nombre de pionniers de la prévention nous ont dit « il n'y a pas d'approche spécifique à avoir avec les filles ». Il n'y a pas d'approche spécifique à avoir pour les filles prédélinquantes parce qu'il n'y a pas de problème distinct. Voilà, alors, sur ces 3 décennies, je vais faire un peu post-it, ça sera des petits flashs. Ce matin, vous avez vu une diapo qui présentait le bouquin d'Alfred Sauvy, La montée des jeunes. À notre période à nous, il a sorti, alors qu'il avait 72 ans d'ailleurs, en 1970, il a sorti La révolte des jeunes. Alors il y a une petite archive qu'on trouve sur l'INA, mais je ne la passe pas. Pour gagner un peu de temps, vous la trouverez facilement, où il reprend un peu les termes de son bouquin de 54 pour dire, vous voyez, voilà comment je pensais les choses. C'est pas simplement pour dire j'avais tout prédit, mais c'est assez intéressant. Alors, indéniablement, au début de notre période, on s'est mis d'accord entre nous pour mettre mai-juin 68. Alors, je laisse de côté les questions qui subsistent quant à expliquer et caractériser l'événement, autrement d'ailleurs qu'on appelle toujours les événements. La mise à l'arrêt de tout le pays et le déclenchement de conflits tous azimuts indiquent qu'on n'est pas dans un débordement rituel du type charivari ou monôme lycéen de la part de la jeunesse. Même si oui, les étudiants ont commencé, puisque les facs ont dû en accueillir 3 fois plus en 10 ans. Au passage de mai 68, je mets cette petite photo qui est mai 68 des femmes, parce que Josiane aura des choses à nous dire tout à l'heure là-dessus. Dans cette diapo, extrait d'un bouquin qui s'appelle « Les murs ont la parole », on a un slogan mis sur les murs de la Sorbonne en 68. Dans les facultés, 6% d'ouvriers. Dans les internats de rééducation, 90%. Alors c'est vrai que c'est la minorité révolutionnaire universitaire puis lycéenne d'ailleurs qui cherche un peu, comme on disait à l'époque, la liaison avec les masses, la jeunesse ouvrière, qui d'ailleurs en l'occurrence est plus nombreuse à l'époque que la jeunesse étudiante, même si celle-ci a beaucoup augmenté. Et puis aussi cette petite diapo, il y a eu cette pratique très éphémère d'ouvrir le bâtiment universitaire, le sanctuaire universitaire à quelques bandes de jeunes. On les a appelés les Catanguais à Paris, les Tricards à Lyon et peut-être encore à d'autres endroits, mais ils se sont fait vider soit par la police, soit par les étudiants eux-mêmes au bout d'un moment. Des jeunes marginaux en bande, etc. Alors, en 68, l'occupation des locaux, c'est une pratique très développée. On marque son lieu de travail quotidien comme propriété sociale. On occupe les sièges, les institutions. Et ici, je fais référence à un article qui est sur table aussi de Françoise Tétard, le 68 des mouvements de jeunesse. Ici, c'est un bâtiment tout neuf, le foyer international d'accueil de Paris, qui est occupé par les mouvements de jeunesse qui se confrontent entre eux dans leurs différences et cherchent à obtenir un nouveau cap dans leur rapport avec l'État. Dans les écoles de travail social, ça bouge aussi, on en a parlé ce matin. Voici en 2018 la lettre que nous a conçue notre camarade Sylvain Cid à ma droite. C'est le supplément de la lettre du CNES sur mai 68. Alors ces comités de liaison, ces comités d'action soulèvent bien sûr des questions de statut. Il y a encore des écoles où on paye ses études, ou des règlements intérieurs à renverser, l'interdiction du port du pantalon. Je crois que tu en as parlé aussi, Mathias, ce matin, pour les filles, pour les femmes, même dans les internats d'ailleurs. Mais pas seulement. Les contestations, alors contestation, c'est un des mots-clés de 68, portent aussi sur les programmes, les examens, les sélections, le tutorat de stage, le mandarinat enseignant, etc. Alors on dit même que le directeur de l'éducation surveillée à Paris a été séquestré dans son bureau maculé de rouge. Je n'ai pas assisté à l'événement. Ensuite, en 68, on pourrait dire que émerge non plus la politique, on pourrait dire la vieille politique, mais le politique. Et si je mets cette diapo avec un article d'Alain Noël-Henry, c'est parce que Alain Noël-Henry est un des premiers, peut-être
tout de suite après mai 68, dans cette session de formation qui a lieu à Saint-Galmier, c'est dans la Loire, est intervenu sur cette question du rapport qu'il y avait entre l'esprit de mai 68 et l'inadaptation juvénile et le monde de la rééducation, la manière dont on traite l'inadaptation juvénile. Donc c'est, pour nous, Alain Noël-Larry, c'est quelqu'un de très précieux, c'est le collègue enseignant à la faculté de psycho de Lyon, complice, ami de Paul Fustier, qui lui est très connu, mais qui mérite autant d'être connu. Alain Noël-Larry, vous trouverez des informations précieuses sur son parcours dans nos guides des sources. Voilà, la politisation a englobé les questions de sport, de sport aussi peut-être. La politisation en 68 a englobé les questions de corps, de sexualité. Il faut maintenant politiser la rééducation, dévoiler les rapports de pouvoir, de domination, abandonner la neutralité, etc. Dans cet article, la revue va paraître un peu tardivement, après 68 et de 77, mais là je cible un article que je trouve tout à fait passionnant de Gérard Mauger, qui restitue son enquête sur les jeunesses marginales issues de cette période, en partant du principe qu'il y a des doubles ruptures. D'une part avec l'origine sociale, on est petit bourgeois ou on est ouvrier. D'autre part le devenir social, on est destiné à un cursus universitaire ou à une carrière de prolo HLM. Mais comment ça s'exprime, ces ruptures? D'abord dans le gauchisme, mais le gauchisme c'est assez éphémère, même si c'est dur. Et surtout après dans des postures de contre-société. Donc il analyse tout ça, des postures de contre-société, contre-culture, contre-valeurs, et il analyse les formes différenciées que ça prend. Marginalité petite bourgeoise, par exemple, chez les néo-ruraux, on devient néo-rural. Marginalité populaire, résistance au modèle du petit travailleur infatigable, à la carrière de prolo HLM, inclinaison au célibat, absentéisme ou abandon du travail, etc., etc. Je passe maintenant au travail social. Cet numéro d'Esprit est très connu. Il entérine et consacre la notion globale de travail social, animation sociale incluse. Et il questionne, comme dit Samuel Boussion, des professionnels écartelés entre forces de contestation, beaucoup en fait 68, et agents de contrôle social. Donc le contrôle social, pendant toute une décennie, ça a été cité ce matin également, de nombre d'ouvrages à dominante sociologique vont être de cette veine ou de celle de Michel Foucault, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, sur les pouvoirs. Donc vous avez le Donzelot, la police des familles, Janine Verdès-Leroux, Philippe Meyer, Pierre Lascoum, je ne cite pas les titres. Dans cette mouvance, on a la création de ce mouvement qui s'appelle le groupe d'information sur le travail social et sa revue Champ social. Au départ, c'est une initiative d'éducateurs spécialisés contre des décisions de justice qui sont même montés jusqu'en cassation. Les éducateurs du club de prévention avaient refusé de dénoncer le jeune auteur de bagarre dans une soirée organisée. Et les tribunaux les condamnent en leur refusant l'usage du secret professionnel face aux juges. Ça fait pas mal de remous dans les professions, surtout par rapport à la profession d'assistante sociale qui, elle, avait le secret professionnel. C'est une très mauvaise terminologie de le dire comme ça, mais ça fait rien. Donc, les retombées de mai 68, on ne va pas en faire l'inventaire en supposant que ça soit des retombées. Ça serait trop long. Il y a des domaines droit du travail, des choses à l'université, des choses sur les rapports sociaux et hiérarchiques, les rapports d'autorité, les normes culturelles, etc. Mais dans les années 70, la classe politique reflète encore largement la société bloquée, malgré une tentative de nouvelle société par un des derniers ministres de la période de Gaulle-Pompidou. En attendant qu'après 74, le septennat giscardien surfe sur son image plus jeune et acte effectivement un certain nombre de réformes sociétales. Alors parmi les réformes, on n'évoque pas, mais ça transparaîtra dans l'intervention de Josiane, on n'évoque pas dans le détail l'importante séquence qui va de 67 à 75, des lois Neuwirth sur la contraception, jusqu'à la loi IVG bien connue maintenant, l'action des mouvements féministes pourtant très impactants pour les jeunes, ou simplement aussi l'installation de la mixité scolaire, donc à l'école ou dans les foyers. Alors, est-ce qu'il y a égalité et uniformité de la révolution et de la, entre guillemets, libération sexuelle? Je crois que Josiane vous parlera de ça tout à l'heure. La famille. Le jeune en internat, en famille d'accueil ou chez lui, ce n'est plus un sans-famille. Sa famille est bien toujours là.
Alors, le conservatisme de l'institution famille est dénoncé dans ces années 70, dans l'antipsychiatrie, le film de Ken Loach, Family Life, qu'on passe pas seulement dans les ciné-clubs, mais aussi dans les écoles de travail social. Mais attention, nous dit un mouvement comme celui-là, qui s'appelle le groupe d'études des milieux éducatifs suppléant la famille, le GMES. Attention, maintenant, on doit penser qu'on agit en suppléance et non plus en substitution de la famille. Hein. Bon, parce que parfois vous renvoie les jeunes, hein, de toute façon t'es pas ma mère, hein, ou ce que vous pouvez leur envoyer, je suis pas ton père. Hein. Bon, l'héritage du familialisme néanmoins n'a pas disparu, même après Vichy, il n'a pas disparu avec Vichy. Et en France, le familialisme, c'est quelque chose de très fort, confère cette ordonnance de 45 qui attribue aux UDAF la défense des intérêts matériels et moraux des familles constituées par le mariage et la filiation légitime ou adoptive et dont les chefs et les enfants sont français. Or, sur notre période de 70 à 2000, le Code civil va bouger comme jamais. Il a bougé en 2 siècles. On pourrait dire qu'il cavale après les pratiques, ce qu'on appelle chez les juristes les mœurs, pour intégrer mieux ces nouvelles façons de faire famille qui vont être multiples. Et ceci sur 2 axes du fait familial, mais je ne vais pas les développer, bien entendu. L'axe horizontal de l'alliance, qui n'a plus le mariage comme exclusivité, mais il y a toute une série d'autres formes qui apparaissent et qui peuvent être juridicisées. Alors ça, c'est un grand écart si on considère que dans la période antérieure, celle de ce matin, on trouve très souvent la famille dissociée comme étant une explication ou un facteur d'explication de l'inadaptation juvénile. Ça va disparaître. Il faut dire aussi que les travailleurs sociaux eux-mêmes se mettent à divorcer, à faire des ruptures conjugales et tout, donc ça change peut-être le point de vue. Voilà. Et le deuxième axe, c'est l'axe vertical de la filiation, la généalogie. Alors il faut la consolider, la sécuriser au travers des fluctuations de la vie parentale. Toute une série de réformes vont s'en suivre. Et le lien entre les deux, c'est que l'autorité parentale sera reconnue de plus en plus exerçable, à exercer, partagée en tout cas dans son exercice entre les 2 parents, sauf ratage bien entendu. Alors il y a cette première loi qui a été évoquée ce matin, la loi de 70, elle est symbolique et très forte puisque c'est la suppression définitive de l'institution déjà très diminuée dans la réalité, hein, de la puissance paternelle au profit de l'autorité parentale. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. En même temps, d'ailleurs, disparition de la notion de chef de famille. Le même texte renforce aussi l'assistance éducative. Hein. Alors, on pourrait évoquer que l'année précédente, il y a eu un énorme phénomène médiatique que je ne vais pas vous présenter, mais que les anciens connaissent et pourront vous expliquer, qui était l'affaire Gabriel Russier, dans laquelle, au nom évidemment de leur droit à puissance paternelle, les parents, un peu malgré eux d'ailleurs, avaient poursuivi une prof adulte de 15 ans de plus qu'un mineur dont elle était amoureuse et lui aussi était amoureux. Alors, je cite Gabriel Russier, il faut citer aussi le nom de cet ancien jeune homme, parce qu'il le souhaite. Il s'appelait Christian Rossi, il a beaucoup témoigné une fois que Gabriel Russier s'est suicidé. Donc c'était une grosse affaire qui a pesé aussi indirectement sur cette notion de puissance paternelle. Donc au total, l'État garde sa légitimité d'intervention dans cette affaire privée qu'est la famille, a priori. Il abandonne un droit du modèle familial unique, il respecte le pluralisme, mais il garde un critère unique très fort. La famille, c'est l'enfant, dit le rapport Gillot en 1998. On pourrait dire, pour l'État, la famille, c'est l'enfant. Et donc, il renforce l'État, son obligation de protection de l'enfant et de l'adolescent, et son intérêt supérieur, demandé non seulement par des textes ou des jurisprudences internationales, l'Union européenne ou la Convention internationale des droits de l'enfant, mais aussi demandé par la réaction sociale croissante face aux services, maltraitance, abus, puis infractions sexuelles. Sur la majorité à 18 ans, vous savez, ou vous ne savez pas qu'elle est tombée en juillet 1974. Elle vient aligner la majorité civile, civique et électorale, bref, la majorité citoyenne, sur d'autres qui existaient déjà, notamment la majorité militaire ou la majorité
la fin de l'excuse de minorité pénale. Bon. Alors, malgré les décrets qui disent qu'on peut maintenir malgré tout maintenir des mesures de placement ou d'AMO pour les jeunes majeurs, c'est le nouveau vocabulaire, il s'exprime une inquiétude dans les associations de sauvegarde de l'enfance. À quoi répond je l'ai déjà mis celle-là. Non, mais il ne faut pas aller en arrière, il faut aller en avant, Pierre. Non, là c'est trop tôt. À quoi répond je sais plus où j'ai. Le directeur, un des pionniers de la prévention spécialisée, oui, c'est peut-être ça, directeur à Lyon en 1976, et j'aimerais vous lire son texte. Certains esprits chagrins n'ont pas manqué de relever que cette majorité, ce droit, allait être donné à des gens incapables en raison de leur immaturité, de leur déséquilibre en sous-développement culturel, voire de leur incapacité de jugement politique. Comme si ces carences ne pouvaient être que le fait de la jeunesse et ne jamais atteindre l'adulte souverain. Nous, cette réforme, nous l'attendions, de même que la libéralisation de la contraception et de l'avortement, un service militaire qui a du sens, des mesures sur l'apprentissage du métier et la scolarité, tout ce qui peut améliorer les conditions pour s'engager dans la vie et la société avec quelque optimisme et confiance dans l'organisation sociale. Sur ce point de la majorité, il était urgent de permettre au plus grand nombre de jeunes de provoquer chez d'autres le plein exercice de la responsabilité individuelle. Et d'abord, la situation au sein de la famille. On connaît les cas de surchauffe, par exemple les duels autour de la liberté de quitter le domicile parental. Ce gain de 3 années a eu des bénéfices très intéressants, pour les filles notamment, les garçons jouissant déjà du bénéfice d'une relative anticipation du fait du service militaire. Sur les drogues, à côté du diapo du best-seller d'Olivenstein, je vous mets un extrait d'un article d'une personne, elle est là dans la salle, notre intervieweuse Janine, qui a été la première personne interviewée à Lyon par la délégation Rhône-Alpes. À Lyon, il se commence un gros chantier sur la prise en charge l'histoire de la prise en charge des addictions. Donc, ce docteur Audoux a monté une association qui s'appelait Aide aux adolescents. Alors la drogue, ça, comme l'éducation sexuelle, ça fait causer. Et donc, ça c'est les anges déchus de la planète Saint-Michel, je passe. La drogue, ça fait causer. Donc, petite vidéo, s'il vous plaît. C'est un ordre, mais c'est pas son directeur, mais c'est pas grave. Voilà, les assistantes sociales, c'était juste avant le sida. Hein. Les assistantes sociales de l'époque ont aussi beaucoup de choses à dire sur comment les jeunes lycéens, etc., ont réagi sur les questions du sida. Il y a pas mal de témoignages là-dessus. Voilà. Je vais aller un petit peu plus vite. En 1957, une première loi avait introduit la notion de personne handicapée. C'était aussi une loi sur le travail. Hein, et c'est en 1975, avec cette loi du 30 juin 1975, qu'elle a pris toute son ampleur, cette notion. C'est une période où émerge internationalement ce qu'on appelle un peu le modèle social du handicap, moins directement attaché à la maladie et à la médecine pour toute une série de raisons. Est-ce que c'est un retrait de la notion d'inadaptation ? Pas forcément, la convention collective d'enfance inadaptée vient juste d'être signée peu de temps avant, mais néanmoins, ça fait discussion. Alors, par exemple, le directeur, non, ça c'est un peu, voilà, le directeur de l'APF, pas le directeur, le président de l'APF, qui s'appelle André Tranois, dans sa revue, qui s'appelle Faire face, regrette que le commissaire au plan, par commodité, est classé dans le même tiroir les sensoriels, les moteurs et les débiles. Est-ce juste de marquer au fer rouge nos enfants handicapés moteurs parmi les inadaptés, voire inadaptables à la vie scolaire, idée fausse qui fait son chemin dans la mentalité des gens qui n'y voient plus qu'une première étape d'établissement spécialisé en établissement spécialisé et à l'atelier protégé. Voilà. Alors je vais, pour pas
finir avec cette diapo que je vais commenter et je dirai simplement après ce dont je ne parle pas. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, il y a beaucoup d'intervenants sociaux. Malheureusement, elle n'est peut-être pas très visible. Il y a beaucoup d'intervenants sociaux autour du jeune X, impassible dans son fauteuil. On ne parle pas encore de l'usager au centre à l'époque. Ça viendra plus tard. Elle est parue dans Le Monde en septembre 1979. Le dessin, il faut lui rendre hommage, est de Claude Lapointe. Et ce qui est intéressant, c'est l'article qui est avec. Je l'ai mis sur table. Les loupards de la ZUP de Nantes-Bellevue, en plus c'est presque local, hein. Donc c'est un article très instructif. Alors les loupards là-bas, selon le journaliste, c'est le premier pôle de la vie sociale. Peu nombreux et pas en bande, mais ils ont réussi à paralyser la MJC flambante neuve, qui est devenue depuis un bunker appelé maison de quartier. L'autre pôle, c'est les animateurs travailleurs sociaux, tous ceux du dessin, y compris le gardien HLM et le commissaire de police. Hein. Il y a 10 assistantes sociales de services différentes, par exemple. Une même famille serait visitée par 18 d'entre eux. Alors là, on trouve un leitmotiv qu'on a connu pendant des décennies sur la non-coordination des travailleurs sociaux et des services sociaux, et qui remonte presque depuis les années 50. Hein. Cet article comprend bien d'autres observations, notamment sur la distinction entre la complémentarité, mais entre les animateurs et les travailleurs sociaux. Et donc, je vous laisse le consulter. Alors, la grosse période après, je l'avais regroupée sous la notion, ce qui va arriver, c'est évidemment avec le chômage, la montée du chômage, le chômage des jeunes, eh bien, ça va être notamment ce bouquin d'une enquête conduite par Claude Dubar dans le Nord qu'il a appelé l'autre jeunesse, c'est-à-dire toute cette jeunesse qui, dans le fond, rentre dans un système maintenant, un nouvel espace de socialisation de plus en plus allongé, qui sont des stages, des dispositifs nombreux. Alain Villebreau a fait allusion ce matin. Et comme la société à deux vitesses qui est en train de s'installer, c'est un spectre que la gauche, en arrivant au pouvoir, voudrait essayer de repousser, eh bien, on a 3 rapports là qui vont être très importants dans cette même période. On a appelé le rapport Schwartz, le rapport Dubedou et le rapport Bonne Maison. Je ne les détaille pas. Le rapport Schwartz qui va être à l'origine de tout le dispositif d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. On dit qui sont-ils ces jeunes? Ils mettent en cause notre culture et nos modèles familiaux. Ils ne refusent pas le travail, ils le désacralisent. Voyez, donc c'est des politiques publiques qui sont voulues transversales, décloisonnées, avec toute une ingénierie nouvelle. Voilà. Et puis, je voudrais signaler aussi que dans la revue d'histoire de nos collègues, il y en a parmi nous de l'Association pour l'histoire, je ne me rappelle plus le titre, de la protection judiciaire des mineurs, je mets cet exemplaire. Il y a un éducateur, chef de service, qui explique très, très précisément, alors qu'il est fonctionnaire de la PJJ, hein, il est amené à monter une association, une structure de droit privé, qui va présider d'ailleurs pendant des années, tout en ayant son poste de fonctionnaire, pour faire aboutir à un restaurant d'application. Donc là, c'est un exemple des politiques d'insertion par l'activité économique, comme on disait à l'époque. J'ai vu que maintenant, ça avait changé, on dit inclusion dans l'emploi, mais c'est un peu la même chose. Je commente pas les diapos. Si, il y en a une. Je voulais dire que c'était aussi les années où l'informatique prend une place. Alors, c'est une des blagues que j'aime bien, donc je l'ai mise. Excusez-moi. C'est Pancho qui nous avait fait cadeau de ce dessin là, dans une petite revue de travailleurs sociaux. Bonjour, je suis un exclu. Je vais vous intégrer tout de suite, 3 points de suspension, dans mon fichier. C'était une époque où on critiquait un peu le débordement de l'informatique. Sur les on peut se les mettre en tête, mais je ne les commente pas. Alors la marche des beurs, c'est une expression journalistique. Hein, c'était pas du tout comme ça qu'elle s'appelait. Cette marche contre l'égalité, pour l'égalité et contre le racisme. Hein.